Amis camping-caristes, bonjour. En ce début d'année 2024, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Évidemment la santé avant tout, pour pouvoir bien profiter de vos camping-cars et de vos voyages. Dans mes précédentes vidéos, j'avais parlé d'installer un chauffage gasoil, car je pense que c'est plus pratique qu'un chauffage gaz. Plus pratique parce que quand je suis parti plusieurs fois en hiver en vacances, notamment pour faire les marchés de Noël en Alsace, tous les 3-4 jours, alors qu'il faisait 0-5 dehors, j'étais obligé d'aller faire le plein de mon réservoir GPL, car je voulais pas toucher à ma bouteille de secours. Donc je trouve plus pratique de remplir le réservoir du camping-car de gasoil, surtout qu'en plus, moi, dans mon cas de figure, j'ai 90 litres, et là, ça me donne une autonomie beaucoup plus grande. C'est plus pratique également parce que je compte monter au Cap Nord, si la santé me le permet, et pour aller au Cap Nord, je vais passer par la Finlande, et il n'y a pas de GPL en Finlande. Et après, je vais redescendre par la Norvège. En Norvège, il y a du GPL, mais les stations, ils sont quand même assez espacées. Et ça serait pas vraiment... bon, enfin, je ne veux pas courir après les stations GPL. Vous avez bien compris. J'aime bien la facilité. Alors, comme je l'avais expliqué, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur le marché. En chauffage gasoil, j'ai même été au salon des véhicules de loisirs. Et j'ai choisi la marque Autotherm. J'aurais pu choisir une marque chinoise beaucoup moins chère, hein, parce que un VEVOR de 5 kW, c'est dans les 130 €. Mais je ne l'ai pas fait. À cela, il y a beaucoup de raisons. Et je vous expliquerai tout ça à la fin de cette vidéo. Voilà, je ne vais pas commencer à monopoliser cette vidéo qui risque d'être très longue. Avec ce problème de chauffage chinois, mais je ferai quand même une petite synthèse là-dessus à la fin de cette vidéo. Alors, vous avez été quelques-uns à voir passer une vidéo que j'ai supprimée, après je l'ai enlevée de la chaîne, concernant les essais du chauffage Autotherm. Alors, pourquoi je l'ai supprimée ? Dans mes premiers tests, j'avais prévu de faire plein de tests sur ce chauffage, et j'ai jamais réussi à atteindre les 4 kW annoncés, malgré tous les tests que j'ai faits, que je vais refaire, que vous allez voir après. Hein. Mais j'ai donc stoppé les essais parce que je n'arrivais pas à atteindre les 4 kW. Alors donc, j'attendais des réponses d'Autotherm. Entre-temps, j'ai trouvé la cause de ce problème. Donc pour pouvoir bien analyser le fonctionnement, j'avais acheté un compteur d'impulsion. C'est-à-dire que, pourquoi j'avais pas les 4 kW? Donc je me suis dit, est-ce que j'amène bien la bonne quantité de gasoil au brûleur du chauffage? Alors, comme vous allez le voir, j'ai une balance de précision qui est précise à 0,1 g près, et sur un temps donné de 10 minutes, je mesurais le poids du réservoir avant et le poids du réservoir après les 10 minutes. Donc la différence entre les deux, c'était ma consommation de gasoil. Et là, je m'étais aperçu que j'avais pas les 0,51 litres prévus pour pouvoir fournir les 4 kW. Donc j'ai décidé après d'acheter un compteur d'impulsion. Parce qu'il faut savoir que ces petites pompes délivre, alors celle qui est sur Autotherm, hein, je ne sais pas si c'est partout pareil, tous les 100 impulsions, 6,8 millilitres de gasoil. Et je me suis dit, j'ai pas le débit de gasoil en faisant la mesure du poids. Est-ce que j'ai bien le nombre d'impulsions voulues sur la pompe pour pouvoir délivrer les 0,51 litres? Et donc en installant ce compteur d'impulsion, je me suis aperçu que théoriquement, ça devait le faire. Les impulsions que je mesurais devaient théoriquement délivrer la bonne quantité de gasoil au chauffage pour fournir les 4 kW.
Donc là, j'étais un peu coincé, je ne comprenais plus du tout pourquoi j'avais pas ce débit, alors que les impulsions étaient bonnes. Alors ça aurait pu être le chauffage qui avait un mauvais rendement, ça aurait pu être le capteur de pression pour l'altitude qui déconne et qui faisait que on n'avait pas comment dire, la bonne production, alors que théoriquement le capteur d'altitude devrait diminuer le nombre d'impulsions plus on monte en altitude. Bon, on reviendra sur toutes ces choses-là. Donc c'était pas le cas. Donc j'ai gratté, j'ai cherché un petit peu, et j'ai découvert qu'il y avait à l'entrée de la pompe, alors je vais vous faire voir la photo, à l'entrée de la pompe, il y a un petit raccord qui se dévisse, et derrière ce raccord, il y a un filtre, un petit tamis. Et effectivement, à l'intérieur de ce tamis, j'ai vu qu'il était partiellement bouché par un truc noir. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et ce qui pouvait expliquer, ce qui expliquait surtout qu'on n'avait pas le débit, parce que ça créait une perte de charge, et malgré les impulsions, on n'envoyait pas la bonne quantité. Donc j'ai démonté ce tamis. Avec un tournevis, j'ai essayé de décoller ce qu'il y avait, j'ai pas réussi. J'ai simplement réussi à le nettoyer avec avec l'air comprimé, avec mon petit pistolet. Là, j'ai fait partir tout ce qu'il y avait. Je ne sais pas trop ce que c'était. En tout état de cause, j'ai tout remonté, j'ai refait mes essais. Vous allez voir les essais que je fais. Et là, j'ai pu atteindre les 4 kW. Quelle était cette substance? Je n'en sais rien. C'est pas mon bidon, parce que vous le verrez sur les vidéos, j'ai pris un bidon de 5 litres d'anti-algues pour la piscine, que j'ai rincé plusieurs fois, que j'ai soufflé à l'intérieur pour enlever tout ce qu'il y avait d'humidité, que j'ai laissé sécher pendant plusieurs jours, avant d'aller à la station-service et de mettre 5 litres de gasoil. Je pense pas que ce soit le gasoil non plus qui était dégueulasse. C'est pas les flexibles qui vont du réservoir à la pompe, parce que c'est les flexibles de chez Autotherm. Je vois pas trop, en plus les diamètres sont extrêmement petits. Alors à un moment donné, j'ai pensé que c'était ce petit raccord-là. Alors ça, ce petit raccord, ça se met à l'entrée et à la sortie de la pompe, et vous mettez le flexible, le tuyau dedans, et puis voilà, ça fait un petit manchon de raccordement. Et je me suis dit, peut-être qu'en mettant ce truc noir, j'ai esquinté l'intérieur du caoutchouc, et c'est des morceaux de caoutchouc qui sont rentrés. Quand je regarde ça m'étonnerait quand même. Pas impossible, mais ça m'étonnerait quand même. Après, il y a l'autre possibilité que c'est arrivé comme ça, de chez Autotherm, parce que Autotherm teste toutes les pompes avant expédition. Hein. Enfin, c'est ce que m'a dit le commercial de chez Autotherm, et puis je le crois. Hein. Alors, est-ce que chez eux, il s'est passé quelque chose, il y a une merde qui est rentrée dedans, ça, j'en sais rien. Ou alors, chez moi, sur mon établi, sans le faire exprès, j'ai fait rentrer un corps étranger dedans, où il y a une bête qui est rentrée à une araignée, et puis quand j'ai tout monté, elle est passée à l'intérieur. Bon, je pense qu'on ne le saura jamais, ce qui a bouché, et d'où ça vient. Mais je dirais, à la limite, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un filtre à l'intérieur de cette pompe. Et qu'il serait peut-être nécessaire, au moment de l'entretien, de le nettoyer. Alors, pour le nettoyer, c'est pas évident, parce que, franchement, j'ai eu un peu de mal à le décoller. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait du gasoil. L'idéal, ça serait que peut-être Autotherm vende des petits sachets avec 5-6 filtres à l'intérieur, des kits, pour permettre ce nettoyage. Je pense que ça serait pas trop mal. Par contre, moi, j'ai acheté chez Autotherm ce petit filtre qu'on peut mettre à l'entrée. Alors, on le met sur le raccord, et l'autre raccord, on le met à l'entrée de la pompe. Faut faire attention, parce qu'il y a un sens de passage là-dedans, et c'est pas clairement stipulé sur le produit.
Et moi, j'avais prévu de le mettre. Alors, je ne l'ai pas installé chez moi. Hein. C'est pas parce que j'avais 50 centimètres entre mon bidon plastique et puis la pompe que j'allais mettre un appareil comme ça. Ça se justifiait pas. Et je voulais pas le salir avant le montage. J'en ai acheté 2. Vous pouvez en avoir un de secours. Le jour, que si jamais je tombe en panne, ça vaut rien, ça. Ça vaut, je sais pas, peut-être 3 euros. Un truc comme ça. 4 euros. J'en ai acheté 2. Par contre, je trouve ça un peu fragile. J'ai un peu peur de le mettre sous le camping-car, avec une projection d'un caillou haute. Si jamais on le casse, on risque d'avoir du gasoil. Enfin, on risque, si on le casse, on va avoir du gasoil qui va s'échapper. Ou alors, il faut faire une protection en dessous. Je verrai au moment du montage. Mais en fait, c'est maintenant que je sais qu'il y a un filtre à l'entrée de la pompe, on peut se poser la question de savoir si ça, c'est vraiment utile. Voilà. Sinon, bah voilà, je vous ai tout expliqué pourquoi j'avais fait une vidéo et puis que je l'ai enlevée, puisque maintenant je vais pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo où je vais aller au fond de l'analyse, faire des mesures de puissance de 1 à 10 étages de puissance. Alors, bon, on reviendra dessus, mais le régulateur que j'ai acheté, qui va avec, parce qu'il y a 3 types de régulateurs qui est commercialisé. J'ai acheté le plus cher, celui qui a 90 €, qui permet d'avoir 4 modes de régulation. Un mode de puissance, c'est-à-dire qu'on définit une puissance de 1 à 10, et le chauffage produit de la puissance. Et là, ce que je vais faire, je vais vous donner la puissance et le débit d'air pour chaque étage de puissance, en sachant que le dernier étage produit 168 mètres cubes d'air à 4 kW de puissance. Une chose aussi importante, on reviendra aussi dessus au moment de vos entretiens, alors il faut savoir qu'une fois par mois, il faut pousser le chauffage à fond pendant 20 minutes ou 30 minutes, je ne sais plus. Et pour savoir si la puissance du chauffage est correcte, ça serait de mettre un thermomètre. Alors vous faites un tout petit trou dans la gaine, un trou de, je sais pas, quelques millimètres. Vous achetez un petit thermomètre qui monte, je dirais, jusqu'à plus de 100 degrés quand même. Précis, à plus ou moins 1 degré, ça suffira. Vous le mettez au soufflage. Et si vous avez à environ 70 degrés de différence entre l'entrée d'air et la sortie d'air, vous savez que votre chauffage est capable de délivrer la puissance. C'est pas plus compliqué que ça. On reviendra dessus. Donc, je vais vous présenter tous mes essais. Ça risque d'être un peu long, mais bon, ceux que ça intéresse iront au bout. Et comme je l'ai dit, à la fin de la vidéo, je ferai aussi des essais de niveau sonore, parce que je suis équipé pour le faire. Et je vous dirai pourquoi j'ai pas pris un chauffage Vevor. C'est important aussi de le savoir. Allez, passons aux essais. Oui, une petite précision avant tout, c'est que tous les essais que je vais faire sont faits avec du matériel précis quand même. Ce que vous voyez à l'écran, j'ai 14 ou 16 thermomètres dans mon camping-car. Tous les thermomètres blancs que vous voyez sont précis à plus ou moins 0,3 degrés. On peut les calibrer. Ils enregistrent température et certains d'entre eux également l'hygrométrie. Et on peut mettre aussi sur certains d'entre eux des sondes extérieures. C'est important de le savoir parce que pour avoir des résultats précis, il faut avoir du matériel précis. Le Kimo que vous voyez en noir, dessus j'ai des sondes, j'ai 4 sondes thermocouple. C'est des thermocouples de type K. On peut monter au-dessus des... Je crois que je peux monter jusqu'à 600 degrés. Alors la précision est moindre, bien évidemment, mais c'est quand même un matériel de qualité, puisqu'il est donné, et j'ai un certificat d'étalonnage, pour une précision de plus ou moins 1 degré. Bon, il n'y a pas besoin de ça, mais je vais m'en servir pour mesurer la température des fumées. Vous verrez ça par la suite. Que dire d'autre? Oui, je contrôle tous ces appareils une fois par an, et le reste du temps, ils sont dans le camping-car. Ils sont installés à demeure, comme ça.
j'enregistre constamment tout ce qui se passe dans le camping-car. Et une fois par an, je les mets dans un carton, comme vous voyez là, avec un thermomètre étalon. Donc vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai un thermomètre étalon qui est précis au centième de degré. Et c'est lui qui me sert de référence. Et lui, j'ai un certificat aussi là-dessus d'homologation. Alors tout ce que je vous dis là, ce sont du matériel professionnel que j'avais quand j'étais encore en activité. Et que, ben, évidemment, maintenant je m'en sers pour le bien de tous, je dirais. Donc je mets tout dans le carton, je ferme le carton. Et je regarde si tous les thermomètres, pour la température, l'hygrométrie c'est une autre procédure, sont à la même température. S'ils ne sont pas à la même température et qu'ils ont une petite dérive de 0,1, 0,2 degrés, bah, je les corrige en faisant la calibration. Et une fois que tout est en température, je dirais à 20 degrés, je le mets dans le réfrigérateur, je le laisse pendant 1 heure ou 2, et après je regarde s'ils sont tous à la même température et s'il n'y a pas trop de dérive, parce qu'il y en aura toujours plus ou moins à 0,1 degré près. Hein. Après je le mets au congélateur, et je finis, je le rebalance dans le four. Voilà, pour le monter aux alentours de 40 à 50 degrés avec un four ventilé. Ça permet d'avoir des bonnes mesures de température. La mesure du débit d'air. Il est important pour tous les essais que je vais faire, c'est de connaître la quantité d'air qui passe dans l'appareil de chauffage. Pour ceux qui suivent mes vidéos, jusqu'à maintenant, vous m'avez vu mesurer les débits d'air avec un petit anémomètre à hélice qu'on place devant les gaines. Mais dans ce cas de figure-là, sur ce type d'appareil, étant donné que les gaines sont petites, il est très difficile de faire des mesures et des moyennes parce que la vitesse d'air en paroi de gaine circulaire et au centre ne sont pas les mêmes. Étant donné qu'il y a un frottement sur la paroi, on a plus de vitesse au centre qu'à l'extérieur. Et j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises et ça fonctionnait pas bien. J'obtenais pas à chaque fois les mêmes résultats. Et ça, c'est très mauvais quand on fait des essais. Donc j'ai été obligé d'utiliser une autre méthode qui est très connue des thermiciens, surtout dans la climatisation, c'est la mesure des débits d'air par la différence de température. Comment fait-on? Vous voyez à l'écran, j'ai à gauche une petite résistance à ailette de 750 watts, sous 220 volts. Et vous voyez à droite une gaine. Alors c'est une gaine spiralée de diamètre 100. Alors j'ai pris un diamètre un peu plus important que le diamètre du chauffage, parce que l'idée c'est de faire souffler le chauffage dans cette gaine, ce qui va permettre de mesurer le débit. Donc j'ai agrandi le diamètre de la gaine, je suis passé à 100, et j'ai mis à l'intérieur de cette gaine-là la résistance, que vous voyez à gauche. Donc la résistance prend un peu de surface, mais comme la gaine est plus grande, globalement on arrive à une surface légèrement supérieure aux 90 mm de gaine préconisé par Autotherm. Cela permet de conserver le débit sans avoir de perte de charge. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Vous voyez, là j'ai une gaine donc de 1 mètre et j'ai mis au-dessus de la gaine, pour vous faire voir, l'emplacement de la résistance. Donc je me suis arrangé avec des tiges filetées pour maintenir la résistance au centre de la gaine, et les tiges filetées vont passer de part en part pour le maintenir. À droite de la résistance, il y a le câble électrique qui va ressortir. En partie droite, bon, comme j'ai une imprimante 3D, j'ai fait une pièce d'adaptation pour pouvoir, alors à droite c'est la sortie, pouvoir mettre, vous voyez, une partie rectangulaire sur le dessus pour pouvoir mettre des plaques pour créer des pertes de charge artificielles, on verra ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai tout simplement mis une coquille, comme vous voyez à gauche, une demi-coquille de 25 mm de laine de roche. Image de droite, je l'ai repassé la demi-coquille dessus, donc j'ai emprisonné tout ça pour que ça garde bien la température, et j'ai tout saucissonné avec du gros câble de 5 cm noir, pour que tout ça se tienne, surtout que la laine de roche avait tendance à... c'est de la mauvaise qualité. Bon, j'ai pas payé ça cher pour faire ces essais-là. J'ai acheté ça sur... j'ai acheté tout d'ailleurs sur Amazon. Donc voilà comment on peut faire pour mesurer des débits d'air. Alors je vous ai mis la formule à droite
formule connue des thermiciens, hein, j'ai rien inventé. La puissance de chauffage, c'est égal au débit d'air, le Q que vous voyez, en mètres cubes, multiplié par 0,34, je reviendrai sur le 0,34, et que vous remultipliez par la différence de température entre l'entrée et la sortie pour le chauffage. Le 0,34, c'est la chaleur volumique de l'air à 20 degrés. C'est ce qu'on utilise en règle générale comme valeur pour pouvoir faire ce type de mesure. Elle est exprimée en watts-heure par mètre cube et par degré. Hein. Et le delta T, c'est en degrés Celsius. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que vous pouviez mesurer le bon état de fonctionnement de votre chauffage à l'aide de cette formule-là. Si on la retourne et qu'on part sur une base de 4 kW de l'autotherme, et si réellement on a les 168 mètres cubes qu'on est à fond, et on les a, vous verrez, je vais faire la démonstration, eh bien 4000 watts divisé par 168 mètres cubes divisé par 0,34, vous devez en théorie avoir 70 degrés entre l'air, si elle rentre à 20 degrés, l'air du camping-car, dans le chauffage, eh ben, va ressortir à 90 degrés. Et si vous avez les 90 degrés, vous savez que la capacité de votre chauffage est super bonne et que voilà, tout fonctionne bien. Vous avez au moins la puissance. Et la démonstration que je vais faire après est basée sur cette équation-là. Donc, nous voilà donc dans l'atelier où je vais faire tous les essais. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. J'ai le D4 ici. Je souffle dans la gaine de 1 mètre que je vous ai fait voir, dans lequel j'ai placé à l'intérieur une résistance de 750 watts. J'ai une sonde de température en sortie de chauffage, qui est ici. Là, c'est les petits appareils que je vous ai fait voir. J'ai une sonde de température après les résistances qui est ici, là, en sortie, pour voir la différence de température entre l'entrée et la sortie de la résistance. Tout ça pour calculer le débit d'air qui passe. J'ai une autre sonde de température ici qui vient à l'aspiration d'air du chauffage. Et une fois que j'ai calculé le débit d'air, je prends la température d'entrée d'air et la température juste après, hein, ici, que je multiplie par le débit d'air calculé précédemment et que je remultiplie par 0,34 selon le principe que je vous ai expliqué. Donc là, je vais lancer une phase de mesure de 10 minutes. Ah, j'oubliais. Ici, j'ai mon thermomètre thermocouple qui mesure, je vous le ferai voir avec la caméra ici plus près, qui mesure la température des fumées et la température d'admission d'air pour la combustion. Donc je vais lancer cette caméra. Voilà, c'est parti. Donc là, je vous refais voir ici les températures des fumées. Ici, j'ai l'entrée d'air avec la sonde sur l'admission d'air. Et si on tourne, là, j'ai rentré à l'intérieur ici, avec, vous voyez, dans la cheminée, ce qu'on peut appeler ça une cheminée, pour mesurer la température, l'admission de gasoil et l'entrée d'air extérieur pour la combustion. Maintenant, si on vient ici, vous voyez là, il y a 10 niveaux de puissance. Excusez-moi, je tourne le dos. Il y a 10 niveaux de puissance. Et sur chaque niveau de puissance, je vais calculer la puissance et les débits d'air. Alors, comment je vais faire? Déjà, ici, vous avez la puissance de chauffage. On a 753 watts. On a vu que c'était une résistance de 750 watts. Bon, là, on a la puissance précise, sous 233 volts, cosinus 1, 3,2 ampères. J'ai un chronomètre, compte à rebours. Vous voyez, là, il est en train de tourner. Je l'ai lancé hein, pour vous faire voir comment ça fonctionnait. Et ici, je mesure
le poids. Vous voyez, il y a des dizaines de grammes à chaque impulsion de pompe. Voilà, ça descend tout doucement. Voilà. 3099 grammes, 4. Vous voyez, ici, j'ai un compteur d'impulsion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la pompe, ici, est alimentée, eh ben, je comptabilise. Et là, j'ai mon alimentation stabilisée. Donc, je fais tous les essais à 13 volts. Là, on voit qu'en toute petite vitesse, on consomme 12-13 watts. Alors, ça bouge à chaque impulsion. Évidemment, la pompe elle consomme quand on tire dessus. Voilà, donc en petite vitesse, on est à 1 ampère-heure. 13,13 watts. Donc concrètement, comment ça se passe? Voilà, je vais le faire. Allez, on arrête. Je mets 10 minutes. Je filme tout cet ensemble-là pour pouvoir, quand je lance le chronomètre, mémoriser simultanément toutes les valeurs. 1, ça va partir. Voilà. Et là, je vais relever ici, je vais relever là. Dans 10 minutes, le compte à rebours va sonner, donc je vais surveiller. Un peu avant, je vais rallumer la caméra. Je vais revenir ici, filmer, pour pouvoir bien faire des arrêts sur image et être précis à la seconde près, voire même moins, pour mémoriser les données. Voilà. Et je vais faire ça pendant 10 fois. Je vais également ici noter pour chaque niveau de puissance. Là, j'en ai 10. Je vais noter tout un tas de choses. Les entrées d'air, toutes les températures, les gaz brûlés, les poids, enfin même la tension et la consommation. Et je vais faire ça sur les 10 niveaux de puissance. Voilà. Donc je vais couper ici, je vais faire toutes mes mesures parce que là je suis parti pour plusieurs heures. Évidemment, c'est très très long à faire. Mais si on veut faire les choses bien, il faut et avoir des valeurs précises. Voilà, donc je vais faire tous les enregistrements et puis après au bureau, on fera une synthèse de ces 10 puissances. Et je pourrais même voir un peu le rendement, c'est-à-dire consommation de gasoil équivalent en kilowatts PCI sur kilowatts produit. Et on pourra faire des rendements sur tous les niveaux de puissance. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et à plus tard. Voilà. Donc il ne faut pas louper. Alors vous remarquerez qu'ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a 12 volts 7. Alors que là, on est à 13 volts. 13 volts, presque 1. On tire 1 ampère et à chaque impulsion, vous voyez, à chaque impulsion de la pompe, ça monte. On tire toujours 750 watts, 13 secondes. C'est toujours la petite vitesse et c'est là qu'il faut être bien attentif au moment où ça va sonner, qu'on capte. Voilà. Donc là, je vais relever les valeurs et ça sera d'une très très précis. Excusez-moi. Maintenant, il faut aussi que je relève les valeurs. On a ici 45,6 avant la résistance et 71,8. Donc avec la différence de température divisé par les 750 watts divisé par cette différence de température et redivisé par 0,34, je vais avoir le débit en mètres cubes. Là, je relève la température qui est de 10,1 degrés. C'est la température qui rentre dans le chauffage. Donc on rentre à 10,1 et on ressort à 45, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc,
Après, avec le débit, delta T, 0,34, puissance. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais relever également la température des gaz. Alors là, on a des gaz à 161, 162 degrés et 8 degrés extérieurs en température de reprise. Voilà. Donc là, je suis bon pour la première phase de mesure. Ce que je vais faire, bah, c'est simple. Maintenant que j'ai tout relevé, je vais monter d'un cran. Et j'ai passé d'un cran. Donc niveau de puissance 2. Je vais attendre que ça monte. On sent que déjà là, vous voyez, l'intensité 1, 1, 1, 2, c'est normal. La ventilation est plus importante, donc on consomme plus. C'est tout à fait logique. Hein. Voilà, la ventilation à elle seule, c'est presque 15 watts et 1,15 ampères. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin dans le film. On se revoit au bureau. Voici mon tableau de relevé mis au propre. Que voyons-nous? Donc en partie haute, j'ai rappelé la tension des tests, 13,1 volts. Ça, c'est la tension stabilisée qui sort de mon alimentation. Je rappelle la densité du gasoil, qui est de 830 kg au mètre cube, à 15 degrés. Ça tombe bien, c'est la température de mon atelier. Et aussi l'altitude des essais, parce qu'il est évident que si on fait les mêmes mesures à 2500 mètres, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. D'ailleurs, après, je vais vous faire voir les réductions de puissance en fonction des paliers d'altitude. Que voyons-nous dans tous ces relevés? Alors, la première colonne, vous avez la puissance. Alors, c'est de 1 à 10. Sur le régulateur, c'est les étages de niveau de puissance qu'on peut paramétrer. Donc, le chauffage tourne en permanence en fonction de la puissance qu'on a choisie. Première colonne, entrée des 4, c'est la température d'aspiration du chauffage, donc la température censée être aspirée dans le camping-car. Donc c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est juste après le chauffage, donc une fois qu'on a élevé, si on prend la ligne 1, la température rentre à 10 degrés et ressort à 45,6 degrés. Alors vous remarquerez toujours dans la colonne 1, la température, elle commence à 10 degrés pour se terminer à 16,5. C'est normal, la fenêtre de mon atelier, je l'avais démontée d'ailleurs, donc j'étais, à tout vent, mais bon, j'étais quand même dans mon atelier, et à fur et à mesure que je faisais les essais, bien sûr, la température montait un peu, malgré la température extérieure. Donc, deuxième colonne, c'est la température après le chauffage, et la troisième colonne, c'est la température après le chauffage, mais après aussi les résistances électriques, hein, après les 750 watts. Donc la puissance de chauffe des résistances, j'ai noté sur l'appareil qui mesure la puissance instantanée, à chaque fois, ça varie un peu, ça a tendance à augmenter, c'est normal, plus la température augmente au niveau des résistances, plus la chaleur dégagée est importante. Donc je rappelle ce que j'ai relevé. Après, nous avons le calcul des débits d'air en mètres cubes. Donc ça, c'est fait avec la différence de température avant-après les résistances, selon l'équation que je vous ai marquée tout à l'heure, par la puissance de chauffe. Donc là, vous avez les débits d'air. Donc ça commence à 83,97 mètres cubes. Bon, puis ça monte jusqu'à 151. On n'est pas arrivé tout à fait à 168. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça change pas grand-chose. On a peut-être un petit peu de perte de charge sur les gaines. Ça m'étonnerait, parce que bon, j'ai une grosse gaine de 100. Enfin, c'est pas méchant. Après, bien sûr, je calcule la puissance de chauffe. Alors, la puissance de chauffe, c'est le débit d'air multiplié par la différence de température
entrée chauffage et sortie chauffage, avant les résistances, et remultiplié par 0,34. Et là, on voit qu'on démarre en petite puissance à 1 à 1000 watts, pour progressivement monter jusqu'à 4000 watts, la puissance du chauffage. Voilà. Donc si vous mettez au niveau 5, vous allez avoir 2 kW de chauffage. Si vous mettez au niveau 3, vous allez avoir 1500 watts de chauffage, en gros. Hein. Voilà. Et si vous mettez au niveau 8 de puissance, vous avez 3 kW. Après, nous avons quoi? La température extérieure. Alors bon, le matin, j'ai démarré, il faisait 8 degrés. Puis au fur et à mesure que la journée passait, la température monte un petit peu à l'extérieur. Ça, c'est la température qui rentre dans l'admission d'air pour la combustion. J'avais mis une petite thermocouple de type K dessus, si vous vous souvenez de la vidéo. Après, j'ai les températures de gaz d'échappement, les fumées, si vous voulez. Donc je démarre à 161 degrés pour monter à 323 degrés. Alors je les ai notés parce que c'est intéressant à savoir. Mais bon, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la combustion. Et je ne sais pas si réellement c'est normal ou pas normal. Bon, en tous les cas, les puissances y sont là, donc on peut estimer que c'est normal. Par contre, ce que je sais, c'est que plus la température d'air à l'entrée de la combustion est élevée, et meilleur sera le rendement. Alors la question qui serait à se poser, est-ce que ça serait pas bien de faire un petit échangeur thermique où on fait passer les gaz de fumée d'échappement dans un sens, et puis dans l'autre sens, les gaz d'aspiration d'air de combustion, de telle manière à augmenter la température pour pouvoir augmenter le rendement. Ça, il faudrait presque bricoler quelque chose pour voir ce que ça pouvait donner. Et vu les températures aussi qu'on a sur les gaz d'échappement, l'hiver, on pourrait très bien imaginer d'avoir une récupération de chaleur sur ces gaz de fumée pour chauffer l'eau du camping-car. À chaque fois que ça tourne, il faudra avoir peut-être un petit réservoir. Peut-être pas avoir un 120 litres d'eau propre, un 100 litres suffirait, mais un 20 litres d'eau chaude, ça serait sympa. Ça, au niveau poids, bon, hormis le réservoir qui sera en plus, quoique l'autre, le 100 litres à la place du 120 litres, il sera plus petit. Enfin, l'idée, ça serait éventuellement, l'hiver, pendant qu'on chauffe le camping-car, profiter de récupérer la chaleur des gaz d'échappement. Après, je rappelle, oui, la consommation électrique à 13 volts d'alimentation. Donc on voit, ça c'est la puissance, alors ça a été arrondi, hein. C'est la puissance donc de la ventilation, mais plus tac, clac, clac, les impulsions de la pompe. Un peu plus loin, ça c'est le poids, alors ce que j'ai mis en E, c'est le poids dès que je lance les 10 minutes, le compte à rebours de 10 minutes, je relève le poids. Alors, je vous ai dit, ce que je fais, c'est que je filme, et après coup, quand j'appuie sur le bouton que le chronomètre démarre, je fais un arrêt sur image au niveau du film pour relever 1. Le poids de la balance, 2. La valeur du compteur d'impulsion. Si on fait la différence, parce que vous avez poids E, poids S, c'est à la fin des 10 minutes, on voit quelle est la différence en 10 minutes de consommation. Sur la première ligne, on consomme 16,9 grammes de gasoil toutes les 10 minutes, c'est-à-dire, ligne après, 101,4 grammes toutes les heures, et ce qui correspond, si on fait avec la densité à 15 degrés du gasoil, 0,12 litres de consommation qu'on est en puissance 1 sur le chauffage. Et on voit que plus on monte dans les puissances, plus on consomme, ce qui est normal, et on arrive à la fin à 0,50 litres heure, alors que le chauffage est donné pour 0,51 litres heure. Voilà, on est tout à fait dans les cordes. Par curiosité, après, dans la colonne PCI, alors je rappelle que PCI, c'est le pouvoir calorifique inférieur, c'est-à-dire que c'est la quantité de chaleur qu'on peut prendre dans 1 litre de gasoil une fois qu'on a enlevé la chaleur de vaporisation de l'eau, hein, qui est le PCS, pouvoir calorifique supérieur.
Bon, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir. Donc là, on sait qu'en gros, le maximum qu'on peut tirer sur le gasoil si on le brûle, c'est 1182 Wh. Et là, on voit qu'on a produit 1014 watts. C'est un très bon rendement. Et ça, je l'ai calculé sur toute la gamme. Alors évidemment, plus on monte dans les puissances, plus les valeurs d'écart sont importants. C'est tout à fait normal. Après, nous avons le compteur d'impulsion. Donc, à chaque démarrage, je mesure la valeur du compteur. Colonne d'après, à la fin des 10 minutes, j'ai la différence. Donc, c'est la première ligne. On a 301 grammes. Alors ça, j'ai recalculé à l'heure. Parce que la différence qu'on a là, c'est sur 10 minutes. Donc, il faut multiplier par 6 pour avoir les 301 grammes à l'heure. Et la dernière colonne, je transforme cette valeur en grammes par heure au niveau des impulsions en litres. En sachant que la pompe, c'est du 6,8 millilitres pour 100 impulsions. Donc on prend la totalité des impulsions, qu'on multiplie par 6 pour les avoir dans l'heure, qu'on divise par 100 et qu'on remultiplie par 6,8. Et là, nous avons la consommation théorique en fonction du nombre d'impulsions que donne réellement, puisque je la mesure, hein, le compteur d'impulsion. Et là, on démarre à 0,12. C'est ce qu'il y a au niveau du catalogue, pour arriver à 0,59 litres, alors qu'il est donné pour 0,51 litres heure. On est tout à fait dans les cordes catalogue de Autotherm. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ces tableaux. On est bien. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Le kit altitude. Bon, je suppose que beaucoup de vous le savent. Pourquoi a-t-on besoin d'un kit altitude? Parce que généralement, on dit qu'en altitude, il y a moins d'oxygène. Alors, c'est pas tout à fait vrai, si on veut être puriste. Il y a autant d'oxygène au niveau de la mer qu'à 8000 mètres. C'est-à-dire que si on analyse le mélange de l'air à ces deux altitudes, on a 20,9% de dioxygène dans l'air et 78% d'azote, plus divers gaz. Donc la concentration est la même entre oxygène et diazote. Sauf que plus on monte en altitude, moins on a de pression atmosphérique. Si je me souviens bien, à 8000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est divisée par 3. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on inspire de l'air, on fait rentrer 3 fois moins d'air dans les poumons, donc 3 fois moins d'air, 3 fois moins d'oxygène. Et bien, pour le brûleur d'un camping-car, c'est exactement, enfin d'un chauffage gasoil ou gaz, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir avoir le bon mélange carburant et comburant étant l'oxygène, il faut adapter l'injection de gasoil par rapport à l'injection d'air. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, sur ce type de brûleur, faire varier l'admission d'air, puisque c'est le même ventilateur qui fait véhiculer l'air autour du brûleur que la petite turbine, c'est relié sur le même moteur, qui injecte à l'intérieur du brûleur pour la combustion. Donc c'est pas possible de dissocier les deux, et le plus simple, c'est de diminuer l'injection de carburant, donc les impulsions qu'on parlait tout à l'heure, on les diminue pour s'adapter. Et pour ce faire, ils ont un capteur, alors c'est pas un capteur d'oxygène, c'est un capteur de pression, on mesure la pression atmosphérique. Alors, il est évident que la pression atmosphérique varie avec l'altitude, mais elle varie aussi avec les conditions météo. Donc il peut arriver que sans être à 2000 mètres d'altitude, on ait une pression atmosphérique qui fait que l'appareil pourrait imaginer qu'il est à 2000 mètres d'altitude. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc Autotherm donne des informations là-dessus.
Ils disent qu'on perd 5% de puissance de chauffe tous les 500 mètres au-dessus de 2000 mètres. Alors 2000 mètres, c'est déjà haut. Hein. Et le point le plus haut, c'est ce que je vous ai écrit en bas, d'une route en Europe, eh ben, c'est le col de la Bonnette, qui est à 2800 mètres. Donc, à moins que j'ai mal fait mes recherches, on ne devrait pas pouvoir arriver avec le camping-car à une altitude supérieure de 2800 mètres en Europe. Donc, si vous avez un D4, un 4 kW, si on enlève les 5%, on arrive à 3660 watts de chauffage possible à cette altitude-là. Voilà. Alors, il faut savoir que lorsqu'on monte en altitude et lorsqu'on travaille avec des réductions de puissance, par exemple, si vous réglez votre chauffage à 2 ou 3 en niveau de puissance, eh ben, il faut, dès que vous redescendez au niveau des altitudes, 1000 mètres, faire tourner le chauffage à fond pour un peu le décrasser, parce que la combustion ne se fait pas bien, comme en mode réduction de puissance. Donc Autotherm préconise, d'ailleurs le petit régulateur que j'ai mis, tous les mois il nous rappelle qu'il faut booster le chauffage pendant 20 à 30 minutes, je me souviens plus. Voilà les explications concernant le kit altitude. Maintenant, si vous reprenez le tableau que je vous ai fait voir précédemment, pour chaque niveau de puissance, vous avez la puissance de chauffe, la consommation en carburant, et également la puissance électrique consommée, ventilation avec injection. Bon, ça c'est précis à plus ou moins 0,5 watts près. Mais c'est pas tout. Alors ça c'est pour une altitude de 23 mètres, hein, là où j'ai fait mes essais. Mais le plus important dans ce type de chauffage, c'est la plus grosse contrainte, c'est la consommation au démarrage. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a l'allumage de la bougie pendant un certain temps qui va faire qu'on va consommer, on va avoir une surconsommation. Tout le but du jeu de la régulation est de savoir si on fait des cycles avec un thermostat qui arrête la ventilation et le chauffage, et quand on a besoin de rechauffer en mettant un grand delta T sur le thermostat, c'est-à-dire qu'entre coupure et enclenchement, il faut qu'il y ait un écart assez important pour limiter les démarrages. Ou alors vous avez l'autre solution, c'est de jamais l'arrêter et de laisser chauffer tranquillement à basse vitesse de soufflage et avec une puissance relativement la plus légère possible pour maintenir la bonne température. Tout ça, ça va dépendre un peu de la température extérieure, de l'isolation de votre camping-car, de la grandeur de celui-ci. Et c'est pas évident, puis la température que vous souhaitez à l'intérieur. Et c'est pas vraiment évident. Les régulateurs sont pas suffisamment intelligents pour analyser la température extérieure et apprendre à s'auto-adapter à ce qui est le mieux au niveau énergie électrique. Je vais vous passer là la consommation de la bougie de préchauffage pour que vous ayez une idée maintenant de combien ça consomme. Donc vous avez bien vu fluctuer la consommation autour des 33-34 watts. Vous avez peut-être aussi noté qu'on était à 9 volts 39, alors que j'ai une alimentation de 13 volts, stabilisée, c'est-à-dire que même quand on tire dessus, on reste à 13 volts. Ce qui veut dire, c'est qu'on a une légère chute de tension à travers l'appareil. Bon, c'est pas grave. Donc là, on mesure uniquement que la bougie. Pas de ventilation, rien du tout, c'est que la bougie. Alors, si vous regardez les connecteurs, là j'ai mis des flèches dessus, j'ai ressorti donc du chauffage, l'alimentation sur un connecteur, sur un des deux connecteurs, c'est l'alimentation de la bougie, que j'ai fait passer à travers mon compteur d'énergie, et en sortie de compteur énergie, je suis retourné alimenter la bougie. Donc là, je mesure vraiment
que la bougie. Alors on dépasse les 3 minutes, petite explication. Comme je vous ai expliqué au début, cette vidéo, elle a été faite quand j'ai fait mes premiers tests et que j'arrivais pas à atteindre les 4 kW à cause du filtre de la pompe qui était bouché. Et le fait que qu'on n'ait pas eu le débit de carburant faisait qu'à chaque démarrage, j'étais obligé de faire 2 cycles. Et ça a disparu depuis que j'ai nettoyé le filtre et que j'ai le bon débit de carburant avec la bonne puissance de 4 kW fournie. À chaque démarrage, quel que soit le niveau de puissance, ça démarre du premier coup. Donc il y a une relation entre le fait qu'on n'avait pas assez de débit de carburant et le fait qu'on n'arrivait pas à démarrer bien du premier coup. Ça, c'est à savoir. Et c'est pénalisant parce que, bon, on n'a pas la puissance, ok, mais en plus de ça, on a 2 cycles de... Comment dire, 2 cycles de consommation de 3 minutes. 3 minutes à 33-34 watts. Pour ce qui concerne la bougie. On verra après que quand on démarre, il n'y a pas que la bougie. Il y a la ventilation qui part, qui démarre doucement, après qui part à fond. Tout ça pour revenir, une fois que ça a bien démarré, que c'est bien stabilisé, au régime de régulation qu'on y a demandé de réaliser, de faire. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais l'arrêter. Alors il était en mode 6. Je l'ai passé au niveau puissance en mode 1. Alors il descend tout doucement la ventilation. Hein, ça se fait d'une manière progressive. Ça dure un certain temps d'ailleurs. Mais l'objectif de la manœuvre là, c'est de vous faire voir le préchauffage avant arrêt. Je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai branché un buzzer ici qui me dit quand la bougie se met en chauffe. Bon, vous me direz, on peut le voir aussi à la consommation. Là, c'est ce qu'on va faire. Je vais lancer le chronomètre pour voir combien de temps le préchauffage s'allume. Et le chronomètre, je vais le lancer quand le buzzer sonnera. Alors, ici, je vais passer en off. Hop, c'est parti. Éteindre. Ça y est, c'est parti. Je lance. On voit que la ventilation augmente. Là, on monte très haut. Ce qu'on entend ici, c'est mon buzzer de chauffage. Ah, je risque pas de louper l'allumage de la bougie. On est quasiment à 100 watts. 7,5 ampères. Donc ça, c'est la ventilation plus comment dire, plus la bougie. Et là, ça redescend. Et on entend toc. Ça n'a pas duré longtemps. Alors on va dire à peine, vous avez vu, à peine 1 minute. Hein. Contrairement à l'allumage, qui lui dure beaucoup plus longtemps, mais on fera des mesures tout à l'heure à l'allumage. Voilà. Donc la ventilation est remontée. Bon, ça, je peux l'éteindre. Voilà. Donc ça s'arrête pas tout de suite. Hein. C'est normal d'ailleurs. Il faut que le système se refroidisse. Bon, ça va être relativement long. Hein. On va pas... Je vais pas filmer jusqu'au bout. Hein. Mais il faut savoir qu'à chaque arrêt, ça met un certain temps et qu'il y a la bougie de préchauffage qui chauffe. Comme vous venez de le voir, quand on arrête le chauffage,
Et ben on allume la bougie de préchauffage pendant un certain temps et ça tire pas mal. Hein. Bon, on a vu que ça tirait 33-34 watts, plus la ventilation. Et là, on arrive à monter jusqu'à 100 watts. Alors, 100 watts, c'est pendant un temps très court, parce qu'une fois que la bougie de préchauffage se coupe, la ventilation continue à tourner pendant environ 2 minutes avant de s'arrêter. Donc, je vais faire une estimation de la consommation globale à l'arrêt. Il faut savoir que quand on va passer en mode régulation, donc c'est ce qu'on va parler tout de suite là, quand le thermostat enclenche le chauffage, automatiquement on passe en phase de bougie de préchauffage avec une petite ventilation, après on monte en pleine puissance, et là aussi ça consomme. Donc à chaque fois que le thermostat va arrêter le chauffage, on va passer quand même en mode chauffage de bougie, et ventilation de refroidissement, et quand on remet le chauffage en marche, on va avoir donc le cycle de préchauffage plus lancement du chauffage. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut additionner les deux pour chaque cycle de régulation. Donc là, on a testé tous les modes puissance, hein, de 1 à 10 au niveau de puissance, mais il existe 3 autres modes. Alors on va les passer en revue. Il y a le mode température. Alors le mode température, je lis le texte d'Autotherm. L'appareil de chauffage maintiendra la température réglée en réduisant la puissance sans arrêter le processus de combustion. Ça veut dire clairement que quand on est en mode température, on affiche 20 degrés. Ça va, comment dire, chauffer jusqu'à atteindre les 20 degrés. Et après, on va descendre si on est en puissance 4, en puissance 3, en puissance 2, en puissance 1, mais ça ne va pas arrêter la ventilation ni le chauffage. On va se limiter à rester en puissance 1 si c'est nécessaire, sinon, en fonction de la température extérieure, on peut rester en puissance 2 ou en puissance 3. Ça, c'est le mode température que je vais tester juste après. Après, vous avez le mode chauffage plus ventilation. Ça, c'est un mode thermostatique qui fait que, alors je relis ce qui est écrit, l'appareil de chauffage fonctionnera jusqu'à ce que la température atteigne 1 degré au-dessus de la consigne, arrêtera le processus de combustion et commencera à ventiler jusqu'à la température descende 5 degrés en dessous de la consigne réglée. Lorsque la température baisse, le chauffage reprend. Donc clairement, vous réglez 20 degrés. Le chauffage chauffe, arrivé à 21, puisqu'ils disent plus 1 degré. Vous arrêtez le chauffage, la ventilation ne s'arrête jamais, et quand le camping-car descend 20 degrés moins 5, c'est-à-dire à 15 degrés, et ben hop, on remet en marche le chauffage. La ventilation tourne en permanence. Le mode thermostat. Alors le mode thermostat, c'est exactement la même chose, sauf que quand on coupe le chauffage, on coupe aussi la ventilation, donc on ne consomme pas au niveau ventilation. Voilà, donc en fait, avec ce petit module-là, on a tous les types de régulation possibles qu'on peut adapter en fonction de nos besoins, de la température extérieure, et puis surtout en fonction de... comment dire, si on est branché sur le 220 volts, par exemple, on peut marcher en chauffage plus ventilation ou mode thermostat sans souci. Le fait de redémarrer régulièrement le chauffage, c'est pas un souci quand on est sur le 220. Par contre, quand on est en mode itinérant et qu'on n'a pas le 220 volts, moi je pense que c'est les deux premiers modes de régulation qu'il faut utiliser. Soit on règle une puissance donnée, avec l'habitude du camping-car, on va savoir par exemple que quand il fait 5 degrés dehors, il faut se mettre en puissance 2, et quand il fait 0 dehors, on se met en puissance 3. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Malheureusement, le système n'est pas assez intelligent pour pouvoir s'auto-adapter. Ça serait super. C'est-à-dire qu'il apprend avec le temps la régulation qu'il faut qu'il adopte pour optimiser au maximum l'énergie électrique. Et puis au niveau carburant. Mais bon, malheureusement, ça ne le fait pas. Là, ce qu'on va faire, donc je vais tester le mode température. Alors vous allez voir, la vidéo est longue, alors je vais la couper, parce que sinon on va y passer un temps fou. Je vous explique la procédure. Je mets en route le chauffage en mode température. Je vais le régler, je crois que je l'avais réglé aux alentours de 20-21 degrés, en sachant que j'ai toujours ma fenêtre ouverte, donc il fait très froid, enfin très froid. Il fait 8 degrés dehors, je crois, et puis 10-12
dans mon atelier. Je lance le mode température. On va regarder un peu comment ça monte en puissance. Et on va voir que ça va monter tout de suite en pleine puissance, hein, l'équivalent de puissance 10. Pourquoi? Peut-être, alors je ne sais pas comment ils ont programmé ça. Je suppose que plus l'écart est grand entre la température que mesure le thermostat et la température demandée, plus on va passer en mode puissance pour pouvoir atteindre le plus rapidement la température souhaitée. Et théoriquement, une fois qu'on a atteint la température souhaitée, alors pour le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le thermostat pour le mettre devant le soufflage de l'appareil, pour pouvoir tromper, enfin c'est pas tromper, hein, c'est réchauffer le thermostat pour qu'il passe en phase descente de puissance. Et théoriquement, le chauffage ne devrait pas s'arrêter. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Et je l'ai testé plusieurs fois et à chaque fois le chauffage il s'arrête. Donc là, il y a une incompréhension. Mais on reviendra dessus tout de suite après. Là, je vais vous lancer la vidéo. Faire. Alors, je vais vous faire voir quand même. Là, on choisit le chauffage, le mode température, le mode puissance, chauffage plus ventilation et mode thermostat. C'est relativement simple. Je choisis le mode température. Je mets une température. Pardon. Il fait 12 degrés. Je vais mettre 22. 1h40. On peut régler le temps en dessous. Hein. Et là, c'est parti. Voilà. Donc là, il devrait... On entend le buzzer ici que j'ai mis sur la résistance sonner. Là, on voit que la puissance, ça monte, hein, c'est normal. On a la résistance plus un peu de ventilation. Alors, ça chauffe, mais il n'y a pas encore de débit de gasoil. Donc là, il monte en température la bougie. « 64 watts, presque 5 ampères. » Une minute. Ça y est, on commence à injecter. Petit peu, parce que ça ne défile pas beaucoup. Là, on voit les dixièmes de gramme. Il y a un point entre le 4 et le 6. Hein. Et là, on voit les impulsions. La puissance augmente. Une minute, presque 2 minutes. « 70 ampères. 70 watts, pardon. 6 ampères. Théoriquement, ça tourne autour de 3 minutes. Hein. Il affiche 12 degrés à cet emplacement-là dans l'atelier. Ah, là, il va s'arrêter. Vous voyez, on arrive aux 3 minutes. À peine 3 minutes. Donc là, on n'a que la ventilation et un peu d'impulsion. On est à 15 watts. Alors si je regarde mon tableau,
15 watts, on est en puissance 2. Hein, le tableau que j'ai fait. Donc, et ça monte, regardez. Il monte en puissance. Et il va décider à se caler à une puissance. Alors, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas comment il résonne. Est-ce que c'est l'écart de température entre l'atelier et ce que je lui demande et il met la puissance nécessaire? Est-ce qu'il fait des analyses un peu plus complexes? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Puis ça continue à rester... Ah! Oh là, ça monte là. Regardez. Ça monte, ça monte. Là, après un certain temps, là, on est à quasiment 4 minutes. Et la puissance de ventilation elle grimpe. Les impulsions, ils tournent. Regardez, voilà, ça défile. Et là, on est arrivé... Là, on est en puissance max. On est en puissance max, c'est-à-dire au niveau 10. Le nombre d'impulsions. Alors le bruit que vous entendez, hein, je le répète, c'est ça qui tourne. C'est absolument pas la pompe. La pompe, on ne l'entend pas. Mais je ferai des analyses au niveau sonore après. Ouais. Donc, toujours à 12 degrés. Là, ça va commencer à chauffer. On sort à 29. Alors qu'on rentre dans le chauffage à 10,9. Voilà, parce que la température, elle est ici et j'ai la fenêtre qui est juste derrière. Donc on aspire l'air qui vient plus de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage avec le régulateur qui est ici. Donc on va le laisser fonctionner un peu. On est toujours dans des puissances de niveau 10 pardon. Et je suppose qu'il va rester comme ça tant qu'on ne s'approche pas ici de la température de consigne qui est de 22 degrés. Alors ce que je vais faire après, bon je peux même commencer à le faire tout de suite, hein, c'est que je vais mettre ça devant le soufflage. Donc ici je souffle de l'air chaud, on a vu qu'on soufflait de l'air à 47 maintenant, 47 degrés, et je vais me mettre un peu ici, un peu plus loin quand même, pour voir. Voilà, là ça monte. 16 degrés, 17 degrés, 18. Je vais m'écarter un petit peu pour voir si à 18 degrés, il change quelque chose par rapport à la consigne au niveau du... On est toujours plein pot, voilà. 17 degrés, on est toujours plein pot. Je vais le remettre devant le chauffage pour remonter la température. 21. Là, je suis passé à 22. Je vais le réchauffer encore un peu. 23, 24. Donc je suis au-dessus de la consigne. Il faut peut-être être un peu plus au-dessus. J'ai pas regardé les différentiels. Tous les cas, là, il se passe pas grand-chose. On va le remettre à 25 degrés. 25, 26. Alors... il se passe toujours rien.
Pourtant, on est bien au-dessus. Les impulsions, c'est toujours la même chose. Bon, je vais le remettre un peu pour le réchauffer. Ah, la ventilation s'est arrêtée. Ah, dis donc. Et chose bizarre, vous entendez, le buzzer se met, la résistance se met à chauffer. Pourquoi on n'a pas descendu les impulsions? Toujours à 25. Là, la résistance s'arrête. La bougie, pardon. Alors, est-ce que ça va arrêter la ventilation ou ça va simplement... Parce que la ventilation, elle chute là. Est-ce que ça va rien remettre en marche les injections de gasoil? Je suis toujours à 25. Ouais, on dirait... Non. La ventilation, c'est pas arrêté. Hein. Mais on n'injecte pas. Alors, je vais mettre le thermostat dehors pour le mettre au frais. On va attendre un peu. Voir s'il va se remettre en chauffe. En tous les cas, on a eu un cycle de chauffage de chauffage de bougies. Pas très économique au niveau énergétique. Surtout que là, il n'est pas censé arrêter le chauffage. Il faudrait que je demande à Autotherm comment ça régule ce mode température. Parce que là, il chauffe plus, il n'est même pas passé au minimum. Bon. En plus, le thermostat, il est long à réagir. Je l'ai mis dehors, il fait 10 degrés, là, il a à peine descendu. Et hop, je l'ai remis dehors. Bon, bah, le mode température, en fait, il arrête tout quand on arrive en température. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je comprends pas. Alors, ce que j'ai pensé à un moment donné, c'est que il y avait une inversion entre le mode température et le mode thermostat ou le mode chaleur plus ventilation. Donc, je les ai essayés et non, effectivement, non, je sais pas. Alors, dans les forums de discussion sur l'entraide Autotherm, j'avais lu effectivement qu'il y a quelques personnes qui avaient ce souci-là. Je comprends pas bien la logique de cette... Enfin, si, ce qui est écrit, c'est qu'on doit descendre au niveau 1 et ne jamais arrêter le chauffage, ce qui serait bien d'ailleurs. Mais bon, ça marche pas comme ça, a priori. Donc, petit mystère, si Autotherm pouvait m'aider là-dessus, ça serait sympathique. Maintenant, on va revenir au tableau, parce que là, on est déjà à une heure, plus d'une heure. On va revenir au tableau des consommations et on va regarder ça un peu plus près. Bon, pour terminer avec toutes ces mesures de consommation et de régulation,
j'ai fait une petite synthèse. Donc je suis reparti du tableau avec tous mes relevés, mais j'ai supprimé toutes les colonnes de calcul intermédiaire pour ne retenir que l'essentiel. Alors, vous avez toujours les 10 niveaux de puissance. Bon, les débits d'air. Après, vous avez les puissances de chauffe à chaque niveau de puissance. Et la consommation en watts, avec 13 volts, de la ventilation, avec le niveau de 1 à 10 toujours. Que j'ai transformé en ampère-heure sous 13 volts. Donc là, on s'aperçoit que le premier étage, on tire 1 ampère par heure. Et que j'ai recalculé, multiplié par 24, pour avoir des ampères heure par jour. Pourquoi ? Parce que si vous laissez, par exemple, votre chauffage tourner 24 heures sur 24 pour maintenir une petite température, eh ben, si vous avez, par exemple, une batterie lithium de 100 ou 150 ampères, eh ben, tous les jours, il faudra enlever, sur le premier étage, 25 ampères. Rien que pour la ventilation, si elle tourne en permanence. Et si vous êtes en plein pot, puissance 10, j'imagine que c'est plutôt quand il fera du moins 15, moins 20, là vous êtes à 96 ampères heure par jour. Ce qui veut dire que vu ces puissances-là, il y a peut-être intérêt à arrêter quand même la ventilation. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout en bas, j'ai recalculé combien consommait un arrêt et une remise en marche du chauffage, en admettant qu'on arrête la ventilation. Donc à chaque fois qu'il y a un cycle thermostatique, on va dire, arrêt plus remise en marche, on consomme un demi-ampère sur la batterie, sur votre batterie à chaque fois qu'on fait ça. Voilà. Ce qui veut dire que si on a, en fonction du niveau de puissance que ça va tirer, par exemple si vous êtes à niveau de puissance 1 et que vous avez 2 arrêts, vous allez tirer 1 ampère. Et si vous laissez tout tourner en permanence, vous consommez 1 ampère. Donc là, à la limite, l'un ou l'autre, c'est pas grave quand il fait doux dehors. Mais par contre, quand on commence à avoir des grosses puissances, là, il est intéressant je pense quand même, de couper la ventilation, parce que si vous le laissez tourner toute la journée, hein, là c'est quand même un tableau, après il faut faire vos calculs. Hein. Par exemple, si on est à moins 15, par exemple, et puis que vous coupez la ventilation, 96 ampères sur une journée, ça vaut le coup, même s'il y a 2 démarrages par heure. Parce que 2 démarrages par heure, ça fait 1 ampère, ça fait 24 ampères, tout dépend le temps d'arrêt. C'est pour ça que je dis qu'il manque un gros truc là-dessus, c'est de l'intelligence. Un régulateur qui soit intelligent et qui puisse mesurer la température extérieure, mémoriser le fonctionnement et calculer les déperditions thermiques au fur et à mesure qu'il va faire de l'apprentissage, pour pouvoir choisir de lui-même quelle est la meilleure énergie, enfin la meilleure régulation possible, avec ou non sans arrêt de la ventilation. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Enfin, l'idée, c'est cela. Là, c'est à vous de choisir quel type de régulation choisir. Si on va un peu plus loin, donc je vous ai mis en face les consommations réelles. Donc 0,12 litres au niveau 1 et 0,49 au niveau 10 de puissance. Ce qui fait, après des colonnes bleu clair, la consommation en litres par jour. Toujours pareil, si on tourne en permanence, hein, 24 heures. Et après, je suis parti sur un coût de gasoil de 1,07 €. C'est ce qui est en ce moment à côté de chez moi, depuis quelques jours. Et là, ça nous donne les coûts en monnaie, en euros, par jour, en fonction de la puissance. Alors évidemment, si vous êtes en puissance 5, vous êtes à 11,5 € par jour, en ayant consommé 6 litres 75, mais il est évident que si la régulation fait que vous tournez que 50% du temps, faut diviser par 2. Hein. Voilà, donc par exemple, si vous êtes sur le 220, vous avez tout intérêt à arrêter le chauffage et puis la ventilation. Voilà. Donc, et puis tout en bas, où j'ai marqué maintenance, en sachant que tous les mois, il faut faire tourner à fond
le chauffage pendant 30 minutes, et ben 12 fois ça, ça fait 120 € le coût de la maintenance de chauffage en carburant avec le tarif à 1,70 €. Voilà, donc tout ça pour dire que bon, bah, c'est un bon produit, ça mériterait d'avoir un peu plus d'intelligence dans la régulation. C'est vraiment un truc qui manque. Alors, je vais acheter certainement un modèle chinois, un Vevor, qui ont maintenant une régulation où on peut voir sur le smartphone. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Bah justement, je suis curieux de regarder, je vais le faire. Puis voir comment eux, ils régulent. Si c'est du basique ou si c'est plus affiné. Mais enfin bon, lui, ce chauffage-là, il fait le job. Ce que je vais faire maintenant, il y a encore une dernière chose à faire, c'est mesurer des niveaux sonores. Alors, j'ai commandé une pompe chez Autotherm qui est arrivée là. Donc demain, je vais mesurer le niveau sonore de la pompe silencieuse, des dernières générations, que j'ai à l'heure actuelle. Et je vais brancher sur mon bidon la pompe, mais plutôt que d'alimenter le chauffage, je vais renvoyer dans le bidon le gasoil pour qu'elle tourne en charge, mais sans faire tourner mon chauffage. Parce que le chauffage, il y a un bruit de fond. Donc on va mesurer le niveau sonore rien que de la pompe. Et puis je vais faire la même chose avec l'ancienne pour voir si réellement ça améliore. Mais surtout, je vais faire des mesures, parce que moi, la pompe, elle va être sous le camping-car. Donc je vais faire une mesure à une trentaine de centimètres, une autre à 1 mètre, et peut-être, comme j'ai pas beaucoup de place, si j'arrive à reculer à 1,30 m, je ferai une mesure à 1,30 m. Tout ça pourquoi? Parce que si vous mettez la pompe dans le milieu du camping-car ça fait 2,20 m de large, hein, donc ça donnera le niveau sonore en limite de camping-car pour voir si on peut éventuellement gêner les voisins avec ces impulsions. C'est l'idée générale. Et je vais refaire après avec la pompe silencieuse une mesure de niveau sonore, pompe, plus le chauffage, puisque moi, le chauffage, je vais le mettre en dessous le camping-car avec la pompe et un réseau de gaine qui aspire et qui souffle dans le camping-car. Et puis pour terminer, après ça, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci plutôt que le modèle chinois. Et puis ça sera terminé. Et il y aura déjà, je crois que ça sera la plus grande vidéo que j'ai fait à ce jour. J'espère que vous aurez la patience d'aller au bout. Là, je vais vous faire voir le niveau sonore global. Alors attention, en champ libre, c'est-à-dire que le chauffage et la ventilation ne sont pas encastrés dans des meubles, à une faible distance, hein, puisqu'on est à peu près à 60 cm. 60 cm du soufflage et 60 cm de la reprise. Donc tout ça pour dire que c'est juste pour donner des niveaux sonores avec des atténuations quand on met le filtre silencieux à l'aspiration. Et on gagnerait encore plus si j'en mettais un, bien sûr, au soufflage, sur la gaine de soufflage. Alors le filtre silencieux, vous le voyez là sous la flèche verte derrière ma main. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre et l'enlever au moment de la vidéo pour pouvoir voir les différences de niveau, l'atténuation acoustique avec le silencieux. C'est vraiment pour démontrer l'efficacité. Je vais faire 3 mesures. Une mesure avec la basse vitesse de ventilation, c'est-à-dire le niveau de puissance 1. Après, je vais faire niveau de puissance 5 et niveau de puissance 10. Donc, je vais lancer ça. Vous voyez devant ma main donc le sonomètre qui est sur un trépied. Et juste au-dessus, j'ai un autre trépied avec la caméra, mon smartphone qui filme l'écran du sonomètre. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est simplement l'écran du sonomètre avec les niveaux sonores. Comme ça, on va gagner du temps. Sinon, on est parti pour des heures parce que c'est relativement long. Là, je suis en petite vitesse. Donc, je vais me taire pour ne pas perturber le niveau sonore. Et puis, après, je mets le silencieux.
puissance 5. On va attendre un petit peu que ça monte en régime. Je passe en pleine puissance. Voilà un petit tableau de synthèse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous pouvez le repasser. Quand on est en petite puissance, on entend très bien, comme le niveau sonore est moindre, les impulsions de la pompe. Et ils sont assez espacés. Et plus on monte en niveau 5 et 10, les impulsions, on les entend moins. On les entend quand même, on les perçoit quand même. C'est pour ça qu'il y a des petites variations. Mais ils sont bien sûr plus fréquentes, hein, puisqu'on monte en puissance. Voilà, donc maintenant on va analyser simplement le niveau de la pompe sans le chauffage. Donc vous allez voir, je vais avoir démonté le chauffage et je vais manuellement, en faisant toucher les fils, comme ça, enclencher la pompe silencieuse. Et je me suis procuré, comme je vous l'ai dit, une ancienne pompe qu'on trouve sur pas mal de chauffages de ce type, qui est beaucoup moins silencieux. Voilà, on va analyser ça ensemble. Donc là, j'ai actuellement branché la pompe silencieuse, celle qui est livrée avec l'autotherme, et j'ai fait passer le circuit en boucle fermée sur le réservoir. Vous voyez ici. Je vais lancer des impulsions avec l'alimentation 12 volts, et ici je vais filmer le niveau sonore. Alors pour commencer, j'ai essayé de faire le silence complet pour voir le niveau sonore de l'atelier. Et après, je vais lancer quelques impulsions. Ici, nous sommes à 40 cm et je le ferai à 1 mètre, 1 mètre 10 après. Voilà, donc le niveau sonore était à peu près de 30-31 dBA, ce qui correspond au niveau sonore d'une chambre. Et là, on a vu qu'avec les impulsions, on pouvait monter, on regardera bien sur la vidéo, mais aux alentours de 50 dBA. Voilà, donc je vais me reculer. Là, je suis à 1,20 m. Ce qui veut dire que si vous mettez la pompe au milieu du camping-car, en dessous du camping-car, en limite, voilà, moitié-moitié de chaque côté. 1,20 m, ça correspond à l'extérieur du camping-car. Et c'est pour voir quel niveau sonore on a pour gêner éventuellement les voisins. Donc je vais de nouveau me taire. Parce que là, je parle fort. Et je vais refaire des mesures.
Alors comme vous avez pu le voir sur la vidéo, déjà l'atelier, il est à peu près aux alentours de 30 dBA, ce qui correspond à une chambre. La nuit, le niveau d'une chambre, c'est idéal, c'est 30 dBA, voire un petit peu moins. Au niveau de la nouvelle pompe, à 40 cm, on a 50 dBA, alors qu'avec l'ancienne pompe, on a 60 dBA. On a une chute de 10 dBA. Alors il faut savoir que, bon, il y a une loi qui dit qu'à chaque fois qu'on perd 3 décibels, 3 dBA, on a une chute de niveau sonore de 50%. Voilà, on divise par 2. La puissance sonore. 3 dBA, on divise par 2 la puissance sonore. Donc c'est quand même considérable. À 1,20 m, la nouvelle pompe a un niveau sonore de 40 dB. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir en limite de camping-car si on avait mis la pompe en dessous. Ce qui veut dire que si quand l'autre camping-car est à 1 mètre ou 2, l'hiver, les fenêtres fermées, ils ne l'entendront pas, la pompe. Ça, c'est clair. Bon. On va s'arrêter là au niveau des niveaux sonores. Il faut savoir que je referai une vidéo une fois que tout sera installé dans le camping-car et je ferai des mesures de niveau sonore en situation. C'est-à-dire à l'intérieur, avec des puissances, petites puissances, niveau 1, niveau 5, niveau 10, et puis des mesures aussi à l'extérieur. Ça vous donnera un ordre d'idée général. Et je vous ferai voir aussi comment je l'ai installé. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Enfin, pour terminer, j'anticipe un petit peu les questions qui vont m'être posées concernant l'achat du chauffage, pourquoi j'ai choisi Autotherm, et pourquoi j'ai pas choisi un chauffage chinois de type Vevor, comme je vous le mets à l'écran, d'autant plus qu'au niveau des prix, nous sommes, allez, je sais pas, 8 fois moins cher. Eh bien, tout simplement parce que avant l'achat, je me suis renseigné et il y a quelques petites choses qui m'ont pas plu. Alors, je parle bien sur le modèle que vous voyez à l'écran, hein, sur l'équivalent du D4 d'Autostart, c'est-à-dire un appareil qu'on est censé pouvoir gainer pour pouvoir souffler dans le réseau de gain existant ou qu'on va créer. Parce qu'ils ont d'autres systèmes où on peut le poser avec un réservoir intégré et tout. Bon, on parle bien de ce modèle-ci. Pourquoi? Déjà d'une, ils annoncent 5 kW. Bien, parfait. Mais ils annoncent aussi une consommation de 0,52 litres heure. Or, si on prend le PCI du gasoil, le pouvoir calorifique inférieur, et qu'on multiplie, qui est de 9,68 kWh par litre, bon ça c'est des données qu'on trouve un peu partout sur Internet, si on le multiplie par la consommation, on a une puissance PCI dégagée par un demi-litre de gasoil de 5 kW. Or, il n'est pas possible de consommer en PCI 5 kW et de produire 5 kW de chauffage. Ça, c'est tout à fait impossible. Il y a le rendement de la machine. Là, déjà, il y a quelque chose qui me plaisait pas trop. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'étais renseigné. À l'époque, il n'y avait pas de kit altitude. Maintenant, il y a possibilité d'avoir un kit altitude. Alors, le kit altitude, c'est surtout pour moi une assurance, parce que les altitudes, je vous l'ai montré, on ne monte pas énormément haut, hein, mais en adaptant à l'altitude, donc à l'apport en oxygène, le débit de carburant, ça évite un encrassement maximum. Parce qu'on peut très bien fonctionner jusqu'à 2000 mètres, je dirais, sans kit altitude, mais par contre, on a un fort encrassement du brûleur. C'est pour ça qu'on préconise toujours quand on redescend à des altitudes moindres, même si on a un kit, hein, c'est de le faire tourner à fond pendant une demi-heure pour pouvoir décrasser tout. Donc, il y avait cette chose-là. Troisième chose, pas de gain possible, pas de gainage possible. Alors ça, c'est important parce que
J'ai regardé un peu partout sur le net, jamais j'ai vu des gens, alors sauf les gens qui ne savaient pas qui ont mis des réseaux de gain, hein, mais jamais j'ai vu dans leur documentation la possibilité de gainer ce type d'appareil. Alors leur documentation est très mal faite, c'est vraiment le strict minimum. En plus de ça, c'est la même documentation d'installation pour 3 modèles de chauffage différents. Allez voir un petit peu. C'est assez surprenant, mais il n'y a rien du tout sur le gainage. Il y a même un petit croquis où ils mettent un morceau de gaine avec une croix dessus en disant non. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai écrit, et voilà ce que je leur ai dit. Je suis intéressé par le chauffage 5 kW, plateau séparé. Quel est le débit d'air maximum, parce qu'il ne donne aucun débit d'air. Alors, c'est important aussi de connaître quel débit d'air on brasse dans le camping-car pour connaître son taux de brassage. Hein. Ça, c'est un élément important. Je compte installer sous mon camping-car, est-il possible, en dessous donc, en camping-car, est-il possible de mettre une gaine à la reprise et au soufflage quel serait le diamètre de cette gaine? Voilà la question que j'ai posée. Et si on regarde la réponse, ils me disent notre réponse est la suivante, le volume maximum de ce produit est de 75 alors, N par mm3. Alors ça, c'est une norme c'est pas réellement des mètres cubes, c'est lié à la masse de l'air. Bon, c'est une réponse bizarre. Et en plus, ils disent, un peu plus loin, la deuxième flèche, il n'est pas recommandé d'ajouter des gaines. Ça, c'est important. Après, ils disent la machine est livrée avec un purificateur d'air et un silencieux, je vois pas trop de quoi ils parlent. Bon, c'est des réponses chinois. Après, ils me donnent bien les diamètres des tuyaux à mettre et ainsi de suite au niveau des tuyauteries d'échappement et l'admission d'air. Et ils disent que c'est fourni avec la machine. Donc, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que bon, c'est pas trop le débit d'air. Je regarderai ce que ça correspond, mais surtout, ils disent qu'il n'y a pas possibilité de mettre de gaine. Donc là, ça exclut complètement ce type de chauffage. Quatrième chose, je leur ai posé, alors là, vous voyez le mail, pouvez-vous me dire s'il est possible de faire fonctionner ce chauffage? Donc je mets bien la photo du chauffage, avec le petit écran du smartphone et tout, hein, c'est la dernière version, parce que je compte le placer sous le camping-car. Et ils me répondent que... Alors j'ai mis à côté les deux possibilités de positionnement. Ça, c'est pris chez Autotherme. Donc Autotherme, on peut mettre le chauffage avec la sortie en dessous. Ça, c'est parfait qu'on le mette à l'intérieur du camping-car et qu'on sort les gaz d'échappement par le plancher. Mais si on le met sous le camping-car, moi, j'ai préféré, comme vous avez vu sur les vidéos, j'ai fait un quart de rotation de 90 degrés du chauffage pour que les sorties soient à l'horizontale. Comme ça, ça fait gagner de la hauteur par rapport à la route. On gagne la descente des tuyaux avec le cintrage. C'est beaucoup mieux de faire une sortie sur le côté. Donc je leur ai demandé si c'était possible. Et là, ils m'ont répondu, après avoir étudié votre question, nous vous apportons la réponse suivante. D'après l'image que vous avez fournie, la méthode d'installation à gauche est réalisable. Sous-entendu que la réponse à droite ne l'est pas. Voilà un peu pourquoi tout ça faisait que je ne pouvais pas taper dans les chauffages chinois. Parce qu'ils n'ont pas toutes les possibilités qu'on peut avoir sur... d'autres marques, il faut tout contrôler quand même. Hein. Ça veut dire simplement que la pression disponible du ventilateur ne permet pas, avec les pertes de charge en ligne avec un réseau de gaine, de véhiculer l'air, tout simplement. Il y a autre chose aussi qui serait bien que, si vous voulez vous faire une idée, c'est d'aller, alors je vais vous mettre le lien sous la vidéo, sur le site anglais, du gouvernement anglais. Il faut savoir qu'ils ont refoulé aux douanes tout un tas de chauffage chinois. Là, vous voyez, rapport qu'on peut trouver. C'est assez récent, hein, puisque c'est en début d'année 2023. Parce que les appareils portaient des risques sérieux d'asphyxie.
Alors, il y a d'autres, il y a beaucoup de détails, hein. Ils disent le produit présente de sérieux risques d'asphyxie en raison de la possibilité pour les passagers d'inhaler des niveaux dangereux de gaz toxiques si le produit n'est pas installé correctement. Là, on va regarder autre chose. Danger, parce qu'il y a plusieurs rapports, parce qu'ils ont refoulé. Vous voyez, mesure corrective, l'importation a été rejetée à la frontière. Le produit présent pose un risque sérieux d'asphyxie, toujours la même chose. Si on regarde un autre, le produit est fourni avec des instructions d'installation et des avertissements inadéquats. Il n'y a pas d'avertissement conseillant l'utilisateur de placer le tuyau d'échappement à l'écart. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisserai le soin d'aller regarder. Alors, faut faire un petit peu attention, parce que là, il parle surtout des risques liés à l'exigence de la réglementation 2008 sur la fourniture de machines, au niveau des sécurités. Et si on gratte un petit peu le sujet, on s'aperçoit que là, le problème qu'ils ont avec ce produit à l'importation, c'est que la documentation des Chinois, et c'est vrai, elle est vraiment succincte et elle n'est pas précise, elle met pas le doigt sur des risques importants au niveau de la pose. Donc c'est pour ça qu'en Angleterre, ils rejettent ce produit. Et c'est peut-être aussi une mesure protectionniste, je suppose aussi également, parce que si vous regardez bien sur le même site, tous les produits de chez Vevor, il n'y a pas que le chauffage, tout est rejeté. Tout ce qu'ils font, toute leur gamme, et elle est énorme leur gamme. Parce que moi j'ai déjà personnellement acheté chez eux des produits qui n'ont rien à voir avec le chauffage. J'ai acheté un Troy par exemple. Bon, c'est vrai, il fonctionne bien, mais le problème des importations chinoises, il n'y a pas qu'avec Vevor, c'est que les Chinois, moi j'ai déjà reçu des produits qui venaient de Chine sans aucune documentation. Alors là, de ce côté-là, ils sont vraiment nuls. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que la vidéo elle est énorme. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Bon, on peut la regarder en plusieurs fois. J'ai préféré faire qu'une seule vidéo plutôt que plusieurs, parce que c'est un sujet qui est unique, enfin je veux dire que je vais pas le saucissonner dans plusieurs vidéos, voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ça sera. Ah si, je vais me procurer comme je vous l'ai dit, le fameux Vevor là, que j'ai pas acheté, bon à 150, 160 balles. Et puis je vais refaire des tests comme j'ai fait ici. Alors je mettrai peut-être des gaines dessus pour voir ce que ça donne. Enfin voilà, je vais refaire tout un tas de tests pour contrôler les consommations de carburant et d'électricité, enfin sur la batterie d'ampères. Et puis voilà, ça vous donnera un ordre d'idée aussi, en sachant tout ce que je vous ai dit, les risques liés à la pose avec des réseaux de gaines. Enfin, c'est vraiment, faut le poser tel qu'ils le définissent, malgré que ça soit très mal défini. Voilà, donc, puis je referai une petite vidéo une fois que j'aurai installé le D4 d'Autotherme sur le camping-car, pour vous faire voir les niveaux sonores et tout ça. Bon, allez, je m'arrête là, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.